et chers frères et chères sœurs en humanité, chers frères et chères sœurs en humanité, nous sommes réunis aujourd'hui là, au cœur d'un lieu de savoir. Nous sommes réunis au cœur d'un lieu de connaissance. Nous sommes réunis là où nous formons sur les deniers collectifs, nous formons quasiment gratuitement les médecins et les soignants de demain. C'est dans cette enceinte allemande que nous avons été, nous médecins présents dans cette cérémonie, formés, on en prend la mesure après coup pour devenir des techniciens du soin. En prenant soin, si j'ose dire, de ne jamais, ou quasiment jamais, tenir compte de l'humanité, de la singularité, de l'unicité du patient, du sujet qui est en face de nous. J'en veux pour preuve, s'il fallait argumenter comme si on était dans un procès, mais ce n'est pas le cas. J'en veux pour illustration le fait qu'ici, dans ce lieu de savoir, ceux qui ont bénéficié de l'enseignement de la médecine à Strasbourg peuvent attester du fait qu'ils ont été enseignés sous l'égide de René le Riche. À 2 pas d'ici, le pavillon René le Riche, qui est devenu il y a 3 ans l'Institut dentaire, d'ailleurs sans appareil critique. On est en train de perdre la trace de René le Riche. Et les jeunes qui commencent la médecine aujourd'hui ne sauront peut-être jamais que René le Riche, dont le pavillon est à 100 mètres, a été un des plus grands médecins français du XXe siècle. C'est sous cet aspect qu'on nous l'a toujours présenté. Et d'ailleurs, nous sommes d'une certaine manière couronnés ou cernés, puisque le boulevard René le Riche encercle le CHU de Haute-Pierre, aujourd'hui encore, sans que cela posât la moindre question d'ordre éthique, sans que cela posât la moindre question d'ordre idéologique. Les patients de Haute-Pierre sont soignés sous le contrôle moral de René le Riche, un des plus grands médecins du XXe siècle en France, qui a été aussi le premier président de l'ordre sous Vichy, de 1940 à décembre 1942. Et j'ai pu essayer d'apprendre la psychiatrie. Je n'ai pas encore terminé, c'est un petit peu dur comme matière et je n'ai pas la prétention de maîtriser l'exercice de la psychiatrie. Hein. On s'entraîne sur nos patients qui sont nos soignants. On s'entraîne sur nos patients qui sont nos lumières, qui sont nos éclaireurs et qui ont beaucoup de mansuétude pour nous. J'ai appris la psychiatrie ici, j'ai tenté de l'apprendre sous le contrôle de René le Riche, en face de la clinique psychiatrique. Et je me suis toujours interrogé après coup, après avoir fait mes études de médecine à Strasbourg, grâce à des gens comme Jacques Morel ou Bruno Escoubès. Le paradoxe a voulu que ce soit des gens étrangers à la faculté de médecine qui aient sensibilisé quelques médecins, très peu. Ils se comptent sur les doigts d'une main, amputée de quelques doigts. Quelques médecins ont été sensibles à l'alerte lancée par Escoubès et Morel en 1992. Et jusque-là, avant que Morel et Escoubès ne nous alertassent, un nom parmi les 86 victimes des expérimentations sur l'homme au Struthof en août 1943, un nom surexistait, mais dont tout le monde avait perdu la mémoire. Personne ne nommait ce nom. Le fait aujourd'hui d'en appeler à ne plus jamais ça, le fait d'en appeler à Zahor, souviens-toi, mais à partir de quand? Souviens-toi à partir de la mort de Menachem Tafel en août 1943, souviens-toi à partir de 1972, au moment où Pressac et Klasfeld ramènent son nom au jour, ou souviens-toi Strasbourg à partir de 1992 et de l'appel de Morel et Escoubès.
ou souviens-toi à partir de la thèse de Wechsler en 90. Qu'est-ce qui fait que les cris d'alerte pour nous rappeler que chaque nom représente l'humanité, que chaque nom incarne la justesse de l'acte médical ou sa transgression? Qu'est-ce qui fait que notre mémoire a été sélective? Et qu'est-ce qui fait surtout que dans ce lieu de mémoire, nos maîtres n'aient pas cru bon de faire de ces matières des matières d'enseignement et des matières de transmission, agissant, ce faisant, comme, c'est mon opinion, des révisionnistes par défaut? Cette question cruciale, je l'ai posée dans ma recherche personnelle comme étant l'accréditation que la médecine est un art qui s'exerce de manière intemporelle et universelle. On est médecin aujourd'hui comme on pouvait l'être à l'époque de Maïmonide ou d'Averroès. On est médecin aujourd'hui comme on pouvait l'être à l'époque d'Hippocrate. On sera médecin dans 2000 ans comme on pourrait l'être aujourd'hui, à la condition que la médecine considère que le patient n'est pas un objet d'expérimentation, ni un objet à guérir. Considère le patient comme quelqu'un qui souffre comme il le dit. Un patient souffre comme il le dit, et ça, le paradoxe voulait que le riche l'ait affirmé. Tout vichiste qu'il a été, c'est un des enseignants qui m'a le plus éclairé, et c'est lui qui a affirmé « mes patients souffrent comme ils le disent ». Ça rend d'autant plus incompréhensible, ou peut-être trop compréhensible, peut-être que nous sommes les uns et les autres des êtres à multiples visages, et qu'au moment cruciaux de l'histoire commune, de l'histoire individuelle, quand il s'agit de se poser la question, de faire le choix de l'institution, de faire le choix du conformisme, de la sécurité, contre le choix de défendre nos patients, peut-être que la plupart d'entre nous choisiraient l'institution et la sécurité plutôt que la liberté de nos patients. Et la deuxième matière que nos maîtres ici n'ont pas enseignée, c'est cette histoire emblématique. Les 86 qui ont été gazés au Struthof en août 43, Wechsler en parle en 90, les tziganes qui sont objets d'expérimentation l'année suivante, sous la coupe de Hagen, et Raphaël Toledano est ici présent, qui a travaillé et fait sa thèse sous l'égide de Christian Bonnat en 2010, et qui ce soir présente avec Emmanuel Haid son film sur le nom des 86. Les questions cruciales la croisée des chemins, le Christ en croix, crucial à quel titre? Elles le sont pour moi, cruciales, elles le sont pour peu d'autres. Les questions qui se posent néanmoins ici et que nos cérémonies permettent de mettre en lumière, les lumières du partage, puisque c'est le slogan de Strasbourg, les lumières de Noël, les lumières de l'Avent, les lumières de Hanouka, les lumières de la laïcité. Est-ce que ces lumières de l'enseignement de la médecine sont destinées à éclairer le chemin des jeunes étudiants et à les sensibiliser à la dimension exemplaire de ce qui est arrivé au 86 et dont on connaissait le chemin de croix dès 1947 par ce rapport d'autopsie. Ce rapport d'autopsie de Pied-de-Lièvre, Simonin et Fourcade, la faculté de médecine en disposait depuis 1947 et n'a jamais estimé utile d'en remettre un exemplaire à chaque étudiant en première année de médecine. Pour la raison suivante, on ne voulait pas traumatiser ces jeunes étudiants en première année, déjà extrêmement pressés par la frérocité de la première année. La première année de médecine est une année de rivalité. On met en compétition les jeunes candidats à la deuxième année, et à partir du moment où on rentre en deuxième année, eh bien, on est en ligne directe avec Dieu, d'une certaine manière. On rentre dans une secte, puisqu'on est supposé incarner le bien pour toujours. Il suffit de rentrer en deuxième année de médecine pour incarner le bien pour toujours, sans qu'il y ait jamais d'enseignement de l'éthique, ni de l'anthropologie, ni de la philosophie, ni de la sociologie en médecine. Donc nos soignants, du côté de la médecine,
sont des gens qui incarnent le bien. Depuis Nuremberg, c'est d'autant plus facile, mais sans qu'on remette jamais en question le sens d'un acte médical, sans qu'on remette jamais en question le fait que la plupart des spécialistes aujourd'hui en France refusent d'accueillir les bénéficiaires des minimums sociaux et que très peu de médecins libéraux revendiquent l'honneur d'accueillir dans leur cabinet les étrangers clandestins, les étrangers malades. À quoi servirait cette histoire, selon nous, si c'est du côté de sa dimension moderne qu'on allait chercher? À quoi ça servirait simplement d'étoffer les livres d'histoire si on n'en faisait pas un outil de vigilance, d'action dans le quotidien pour protéger aujourd'hui nos juifs entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans la position des juifs à partir de 1933 dans le système totalitaire nazi, et je laisse à chacun ici le soin de les reconnaître autour de lui, dans sa pratique et dans sa vie. Si pour nous, on appelait à la mémoire des 86 noms, on appelait à la mémoire de Menachem Tafel, on appelait à la mémoire de Elisabeth Klein, avec qui nous avons un lien particulier, Hans Joachim Lang nous a permis, Raphaël Toledano a apporté sa contribution de rencontrer des membres d'une partie des familles des 86. Nous sommes en lien étroit avec Nelly qui est peut-être au bout de son chemin de vie à 90 ans. Nelly a appris par Hans Joachim Lang en 2004 à Berlin les conditions de la mort de sa mère. Elle était persuadée que Elisabeth était morte à Auschwitz. Hans Joachim Lang lui a appris qu'il n'en était rien, rien n'est pas approprié, qu'il en était autrement et que Elisabeth était morte dans la chambre à gaz du Struthof. Et donc Nelly a été obligée à 80 ans de recommencer un deuil qui ne finit jamais. Voilà, merci à vous tous d'être présents. Alors je voudrais laisser